La pression internationale monte après la prise de pouvoir des militaires à Madagascar. L'ONU, à la suite de l'Union africaine, appelle au retour à l'ordre constitutionnel tandis que la population redoute désormais des sanctions qui pourraient aggraver une crise déjà profonde. Nouvelle attaque contre la presse au Mali. 2 journalistes de l'ORTM, dont le directeur Daouda Koné, ont été enlevés alors qu'ils se rendaient à Donzar, un rapt qui s'ajoute déjà à la longue liste de disparitions de reporters dans le pays. Bonsoir à tous et bienvenue. Peu après l'investiture du colonel Michael Randrianirina comme président de la refondation de la République de Madagascar vendredi 17 octobre, les Nations Unies ont condamné au soir un changement anticonstitutionnel de gouvernement sur la Grande Île. La SADC a, elle, annoncé l'envoi d'une mission d'établissement des faits sur place sans condamner l'arrivée au pouvoir des militaires. À l'instar, beaucoup de chancelleries se montrent attentistes à Antananarivo. On craint des sanctions internationales. C'est en appel au retour à l'ordre constitutionnel et à l'état de droit à Madagascar qu'a lancé jeudi 16 octobre le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres. L'ONU s'inscrit ainsi dans le sillage de l'Union africaine qui, mercredi, avait condamné la prise de pouvoir des militaires sur la Grande Île en suspendant le pays de toutes ses instances et activités, rapporte la RFI. J'ai dit le sommet extraordinaire de la Troïka de la SADC consacré à Madagascar s'est contenté d'appeler toutes les parties prenantes malgaches à privilégier un dialogue inclusif sans condamner la prise de pouvoir des militaires. Pas de condamnation explicite non plus de l'Union européenne ni de la France. Dans un communiqué assez sobre publié mercredi, la diplomatie française juge essentiel de préserver l'état de droit et les libertés fondamentales et note que les organisations africaines ont vocation à être en première ligne devant cette situation, car à Antananarivo, on veut éviter des sanctions internationales qui pèseraient très lourd sur une population déjà très pauvre, une possibilité qui se renforce depuis la suspension du pays des instances de l'UA. Alors que les bailleurs de fonds pourraient suivre en suspendant ou en retardant le versement d'aide essentielle à la population, celle-ci craint d'éventuelles sanctions. Le site marocain Le 360 rapporte que 17 personnes ont été condamnées pour des faits de dégradation ou vandalisme à des peines allant de 3 à 15 ans de prison. En parallèle, le mouvement de contestation Gen Z 212 dénonce des arrestations arbitraires de manifestants pacifiques. Les associations de défense des droits humains peinent à recueillir des informations sur le nombre des personnes détenues ou poursuivies par la justice en lien avec ce mouvement de contestation de la jeunesse marocaine. Sur les 17 prévenus, 3 personnes ont été condamnées à des peines de 15 ans de prison ferme, selon le site d'information en ligne marocain Le 360, qui s'appuie sur des sources judiciaires. Parmi les délits incriminés figurent incendie volontaire de véhicules, dégradation de biens publics et privés ou encore entrave à la voie publique par des barricades. Ces faits se sont produits selon la justice marocaine à Aït Amira, une ville ouvrière située au sud d'Agadir. Si ces arrestations ont eu lieu en marge des rassemblements liés au mouvement de contestation Gen Z 212, le groupe sans leader identifié a toujours appelé ses membres à rester pacifiques et à éviter toute forme de confrontation violente, notamment avec la police. Après une semaine de pause, le mouvement appelle à des sit-ins dans tout le pays ce samedi 18 octobre en fin de journée. En plus des revendications initiales pour des meilleurs services publics dans les domaines de l'éducation et de la santé, le groupe exige désormais la libération des manifestants pacifiques arrêtés au cours des dernières semaines. Les organisations de défense des droits de l'homme peinent à recueillir des données précises sur ces arrestations. Human Rights Watch estime que 270 manifestants, dont 39 mineurs, ont été traduits en justice et restent détenus. L'association marocaine des droits de l'homme tente
elle, depuis plusieurs jours, de recueillir des informations fiables. D'après Hakim Sikouk, président de la section Rabat de l'organisation, 597 personnes seraient toujours en détention dans le pays et 140 autres personnes placées en liberté provisoire. Nous savons que ces chiffres pourraient être bien plus élevés, précise le défenseur des droits humains. Les autorités, elles, avaient fait savoir que 409 personnes avaient été placées en garde à vue lors de heurts dans différents points du pays, sans préciser le nombre d'incarcérations. Le parti Les Démocrates est dans une situation délicate pour sa participation à l'élection présidentielle du 12 avril 2026. Un de ses députés a saisi la justice pour faire annuler son parrainage. Selon un poste attribué à l'élu qui s'est rétracté, il l'a retiré pour protester contre le choix de Maître Renaud Agbodio comme candidat. Le parti avait juste le nombre de parrainages exigés par le code électoral. La perte de ce seul parrainage peut compromettre sa participation. Jeudi 16 octobre, à son siège, le parti accuse son député d'être l'instrument d'un pouvoir qui ne veut plus d'élections inclusives, transparentes et pacifiques. Au Bénin, c'est une tentative d'exclusion selon le principal parti d'opposition. Il pointe du doigt deux responsables. Son propre député, Michel Sodinou, auteur d'une rétraction, et le pouvoir en place. Les événements remontent au 13 octobre dernier, date à laquelle un clerc d'huissier s'est présenté au domicile du président du parti pour lui notifier un acte judiciaire. L'audience a été fixée le même jour au tribunal de Cotonou. Pour le parti, cette procédure rapide tranche avec la lenteur habituelle de l'appareil judiciaire. Les démocrates contestent formellement la compétence de cette juridiction et rejettent la validité de son verdict. Le parti dénonce l'instrumentalisation de son député par le pouvoir, dont l'unique objectif serait d'écarter son binôme de la course électorale. Plusieurs personnalités du parti ont été dépêchées vers l'élu dont le parrainage manque. Michel Sodinou demeurait introuvable et injoignable. Un de ses proches, Eikon Ndete, vice-président du parti, lui a écrit pour le supplier de revenir sur sa décision. Une autre lettre collective signée par les responsables du parti a suivi. Sans résultat, ni réponse, ni restitution du parrainage manquant. Cette intransigeance vaut à Michel Sodinou des attaques virulentes et des accusations de complicité avec le pouvoir lors de la déclaration du parti jeudi à son siège. Des cadres des démocrates affirment avoir déjà saisi la Cour constitutionnelle contestant la décision du tribunal qui a conduit au retrait du parrainage. Confirmation officielle, le parti Les Démocrates récuse le verdict du tribunal de première instance de Cotonou et refuse de reconnaître la compétence d'un juge ordinaire à connaître de l'affaire, selon notre Constitution. Face à ce qu'il qualifie de manœuvre d'exclusion, le parti affiche une détermination et promet à ses militants que son duo sera bel et présent à l'élection présidentielle d'avril 2026. La Commission électorale nationale autonome, quant à elle, publiera la liste définitive des candidats le 31 octobre prochain. Le camp du président Talon n'a pas encore réagi. Au Mali, deux journalistes de l'ORTM, la télévision d'État, ont été enlevés mardi 14 octobre dans l'après-midi près de Konan, dans la région de Mopti, au centre du pays. Cet enlèvement n'a pas été revendiqué, mais les djihadistes du Génim, liés à Al-Qaïda, sont très actifs dans la zone et kidnappent régulièrement des hommes qu'ils considèrent comme des représentants de l'État malien. Daouda Kone venait d'être nommé directeur de l'ORTM à Zouinza en juillet dernier. Lui et son camarade Salif Sangari circulaient dans un minibus de transport en commun entre Sévaré et Kona lorsque vers 14h les djihadistes ont arrêté leur véhicule. Les autres passagers ont été relâchés et les deux journalistes pris en otage, amenés vers une destination inconnue. Ni la direction de l'ORTM ni la maison de la presse du Mali, sollicitée par RFI, n'ont souhaité réagir à ce stade afin de ne pas compromettre d'éventuelles démarches pour leur libération. Nous sommes des cibles partout, se désole un cadre d'une association malienne des journalistes. Depuis 2020, 5 journalistes maliens avaient déjà été enlevés par des groupes armés pour la plupart liés aux djihadistes du Jim, mais aussi aux chasseurs traditionnels d'Ozo. Salek Adjido et Mustafa Kone
de Radio Coton Ansonga, enlevé en 2023, Sori Kone de la radio Souba de Sougou et Moussa Banadiko de la radio Dande Haïri, enlevé en 2021, et Amadoum Nialibouli de la radio Dande Djouenza, enlevé en 2020, n'ont jamais réapparu. Les proches d'Amadoum Nialibouli, enlevé quant à lui par des chasseurs traditionnels d'Ozo, le tiennent malheureusement pour mort. Abdelaziz Dibri, la journaliste malien à Radio Nata, a quant à lui été tué en 2023, dans l'attaque au cours de laquelle les deux journalistes de Radio Coton Ansongo ont été enlevés. Le journaliste français Olivier Dubois, enlevé en 2021, a passé 2 ans en captivité avant d'être libéré par le GIM en 2023. En 2013, des journalistes de RFI, Ghislaine Dupont et Claude Verlon, avaient été assassinés à Kidal par Al-Qaïda au Maghreb islamique. Le Comité des droits de l'enfant des Nations Unies conclut dans son rapport publié jeudi 16 octobre que la France est responsable de violations graves et systématiques des droits des enfants migrants non accompagnés. Les experts affirment que beaucoup de jeunes sont exclus du système de protection de l'enfance et vivent dans des conditions jugées dégradantes. Dans un rapport publié jeudi, le Comité des droits de l'enfant des Nations Unies affirme qu'en France, beaucoup de migrants ne pouvant accéder au système de protection de l'enfance se trouvent sans abri, privés des soins de base et vivant dans des conditions dégradantes. Le Comité des droits de l'enfant des Nations Unies, dont les 18 experts sont chargés de s'assurer que les États respectent la mise en œuvre des traités internationaux relatifs aux droits des mineurs, salue le fait que dans la loi, la France considère les mineurs non accompagnés avant tout comme des enfants ayant besoin de soins et de protection. Mais il constate qu'un grand nombre de ceux qui se déclarent enfants sont traités comme des adultes à la suite des procédures d'évaluation de l'âge jugées défaillantes. Ces mineurs, à la rue sans accès aux soins ni à la scolarité, sont trop souvent laissés à l'abandon faute de pouvoir prouver leur âge en dessous de la majorité. Il y a une discrimination par rapport aux enfants français puisqu'un étranger doit prouver qu'il est mineur. Or, ces enfants arrivent après des parcours souvent extrêmement périlleux, des longues routes migratoires très dangereuses à pied ou par bateau. Ils n'ont pas de passeport ou ils ont très rarement un passeport au moment où ils arrivent, explique Catherine Daoud, avocate et spécialiste en droit des enfants. Les enfants dont l'âge est contesté ou dont les recours sont en évaluation sont contraints de survivre dans la rue, dans des parcs ou dans des camps de fortune improvisés, sans nourriture, ni eau potable en quantité suffisante et sans soins de santé ni éducation, dénonce les CRC. Dans son rapport, les CRC indiquent avoir également documenté d'autres situations graves touchant les enfants migrants non accompagnés qui transitent par la France pour rejoindre le Royaume-Uni et vivent dans des conditions extrêmement précaires, notamment dans le camp. Chers téléspectateurs, ainsi prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi.